Bien, alors on va regarder donc l'activité documentaire sur les limites relativistes que vous devez avoir normalement affichées à l'écran. Donc vous devez la voir. Alors Valentin qui est arrivé et Younes qui est arrivé. Antoine qui est là, ça j'avais vu. Ok. Donc là vous devez voir l'activité qui s'affiche. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis on va faire les questions ensemble assez rapidement. Alors c'est une figure là qui est issue d'un article de 1964. Alors 1964, c'est une soixantaine d'années après l'article de 1905 de la relativité restreinte. Donc on connaît déjà bien la théorie de la relativité. Et en fait le but de cette expérience, c'est juste de faire une expérience entre guillemets didactique pour vérifier les expressions qu'on a de l'énergie cinétique et de l'énergie cinétique dans la loi de la relativité. Donc le principe c'est le suivant. On va commencer par ce qu'il y a ici. Donc ici vous avez un canon à électrons. D'accord ? Le canon à électrons, il va faire quoi ? Il va émettre des électrons. Les électrons ils vont être accélérés comme ça. Et ils sont accélérés, vous voyez, il y a des tas de traits là comme ça, tchac, tchac. Ces tas de traits, c'est juste des petites plaques. Ces petites plaques, c'est comme un condensateur, on a déjà vu ça. Donc ça permet d'envoyer un électron qui arrive ici, tac, avec une certaine vitesse. Quand l'électron il passe par cet endroit-là, il va, du fait de son passage, générer un tout petit courant par induction qui va être envoyé à un oscillo, et du coup on va pouvoir détecter avec un oscillo le moment où il passe ici. L'électron il va être accéléré dans cette zone-là par un accélérateur linéaire, donc un LINAC. LINAC c'est un accélérateur linéaire. D'accord ? Accélérateur linéaire. Et il va venir ici. Quand il va arriver ici, hop, il va y avoir un deuxième signal, et on va pouvoir comme ça trouver la durée de parcours de l'électron de là jusqu'à là. D'accord ? Donc on va pouvoir mesurer le temps de parcours. À cet endroit-là, l'électron il va venir s'écraser sur une petite plaque en aluminium, et en fait on va détecter, ça c'est une technique, ça s'appelle une technique de calorimétrie, c'est une technique qui est utilisée en physique des particules. Quand vous voulez mesurer l'énergie d'une particule, en fait vous mesurez, donc vous la faites s'écraser sur une cible, et vous mesurez l'énergie encaissée par la cible, et vous en déduisez l'énergie incidente de la particule. Donc là on va pouvoir mesurer l'énergie de la particule, et avec le temps de parcours et la longueur, on va avoir accès à la vitesse, et on va pouvoir relier la vitesse à l'énergie. Ça c'est l'idée de départ. Donc ça c'est ce que j'ai récupéré ici. Donc en bas vous avez deux figures de temps de vol. D'accord ? Et on va modifier le temps de vol en modifiant ce paramètre-là, ici, qui est l'énergie supplémentaire qu'on va apporter dans l'accélérateur linéaire. Qui n'est pas le même de part et d'autre, là et là. Ok ? Donc on fait l'expérience avec plusieurs énergies cinétiques, et on mesure le temps de parcours, et de la mesure du temps de parcours, on en déduit la vitesse de la particule en sortie. D'accord ? Donc là, vous avez les données ABCDE, là, qui correspondent à chaque expérience, les différentes énergies cinétiques, le petit déplacement en centimètres, donc le déplacement en centimètres, c'est cette longueur-là, et de se déplaçant, vous en le temps de parcours, vous en déduisez ça, et vous reportez ça sur la courbe qui est à droite. Sur la courbe qui est à droite, on a tracé l'énergie en fonction de la masse de l'électron fois c carré en abscisse, et en ordonnée, on a placé V sur c carré suivant deux théories. Première théorie, celle-là, et deuxième théorie, celle-là. D'accord ? Alors, donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans la première théorie ? Dans la première théorie, si vous le réécrivez là, donc ça là, si vous le réécrivez, vous allez écrire que, alors K c'est pour kinétique, hein, c'est en anglais, donc vous allez écrire que C c'est un demi de mv carré. D'accord ? Donc le trait qui est ce trait là, je vais
dessiner comme ça. Ce trait-là, hop, c'est la théorie classique. Et qu'est-ce que vous constatez tout de suite? Vous constatez, en fait, la théorie classique, ça marche pas parce que les points expérimentaux, ils sont là. D'accord? L'expression qui est là, la deuxième, celle-là, c'est EK relativiste. D'accord? Et on va réécrire ça, et en réécrivant ça, on va arriver, on va obtenir quelque chose qui est compatible avec l'expérience. Alors, question 1, si vous calculez les vitesses classiques de chaque électron, comme ça, c'est facile, il suffit de prendre un demi de mv carré, vous isolez v, vous calculez les vitesses, vous allez trouver que un certain nombre de vitesses sont supérieures à la vitesse de la lumière. D'accord? Question 2. Alors, je vous ferai le calcul juste après. Là. Je fais juste les éléments théoriques, puis après on fait les applications numériques. Donc question 2, maintenant on prend le modèle en pointillé. Il faut montrer que ça se réécrit gamma-1 MEC carré. Là en fait il suffit de prendre l'expression qui est proposée ici, là, et vous isolez EK. Donc vous isolez EK, donc faites le calcul, et puis vous allez trouver que gamma, ça vaut 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. C'est sous la racine. D'accord? C'est dans la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, montrer que cette expression est compatible avec la théorie newtonienne pour v très petit devant c. Alors ça, je vais faire le calcul à part. Peut-être que je revienne par là. Celui-là, hop. On va gommer. Attends, on va faire un gros coup de gomme là. Il va peut-être plus vite si je repartais d'un truc tout neuf, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop. On va partir avec ça. Hop là. Donc, on a notre énergie cinétique en... Attends, c'est un peu épais là. Hop. Donc l'énergie cinétique en théorie newtonienne, que je vais appeler EC classique, c'est 1 demi de m v carré. Ok? L'énergie cinétique relativiste, c'est gamma moins 1 m c carré. On va montrer que, pour faire court, la relativité englobe la physique classique. Donc pour ça, on va repartir de l'expression. On va expliciter gamma, comme ça, comme ça. Tac. Donc là, j'ai juste remplacé gamma par son expression. Et on va dire la physique classique, c'est quand? C'est quand on a... Attendez, j'ai mal écrit là. Hop. V très petit devant C. Donc si V est très petit devant C, vous pouvez faire un développement limité de ce truc-là. D'accord? Donc sous cette hypothèse-là, ça là, c'est environ égal à 1 moins, pas plus, pardon, 1 demi, c'est un 2, de V carré sur C carré. Ok? Du coup, si vous remettez votre expression, EC relativiste, il reste le 1 qui était là, il va se compenser avec ce 1 là, et il vous reste 1 demi de V2 sur C2 fois M C2, ça fait 1 demi de M V2. Et là, vous récupérez bien l'expression que vous attendiez en physique classique. Là, j'ai écrit un 2. Pour faire plus proprement. Tac, tac. Pourquoi il ne veut pas? Hop.
Donc là, j'ai bien un 1,5 de mv carré. Ok. Donc ça vous montre que l'expression de l'énergie cinétique relativiste, eh ben, en fait, elle englobe l'énergie cinétique classique. Alors du coup, si on revient à l'écran, ça devait être celui-là. Hop. Donc ça vous justifie la question 2. D'accord ? Alors question 3, maintenant on accélère des particules avec une énergie qui est de l'ordre du téraélectronvolt ici. Donc 1 téraélectronvolt, bah, c'est 10 puissance beaucoup, c'est 10 puissance 15 électronvolts. D'accord ? Donc du coup, si on calcule le rapport V sur C, en fait, avec ça, même si vous montez très très haut en énergie, le rapport V sur C, V, il peut jamais atteindre C. Parce que si vous faites V égale C, et ben dans le terme gamma, il tend vers plus l'infini. D'accord ? Donc quand vous montez en énergie, en fait, ce terme-là, il augmente. Beaucoup. Mais par contre, la vitesse, elle augmente très très peu. Vous tendez vers la vitesse de la lumière. Alors, il y a une question, ça marche si on fait l'équivalent? Oui, on peut faire un équivalent. Alors en fait, on fait plutôt un développement limité. Alors, le fait que la racine soit dénominateur, Charles, ça change absolument rien au dl, c'est juste le dl de 1 sur 1 plus x puissance alpha. J'ai pas ce que ça changeait d'avoir v. Alors, je vais vous le refaire avec un... Attendez, on va faire comme ça. Tac. Je vais en faire un nouveau. Il faut juste que je remette ma fenêtre en place. Hop. Sinon ça va être à côté du dessin. Donc vous connaissez ça. Ça c'est un X. Ça c'est bon. Ok. Après, est-ce que vous connaissez du coup dans le même genre donc après là je peux aller plus loin dans le DL, mais je peux faire ça. Alors si je vous l'écris comme ça, normalement je fais pas de bêtises. Ça c'est bon. Et vous avez peut-être vu celui-là. Bah celui-là il fait quoi? Il fait 1 moins alpha fois x plus un petit taux de x. Ok. Et ici mon alpha, et bah c'est 1,5. Et oui, c'est 1 plus x le tout puissance moins 1,5. D'accord? Donc c'est juste un petit délai. Allez-y Hugo. Mais si on met la puissance alpha comme ça, c'est 1 plus alpha x. Non, parce qu'il est au dénominateur. Oui, mais la puissance... Mais alpha x. En fait, si vous faites... Attendez, je vais remettre ma fenêtre. Si vous faites 1 plus x puissance alpha, ça fait 1 plus alpha x plus un petit taux de x. C'est bon ça? Ça va ça? C'est pas moins alpha x justement? Alors là, là je l'ai écrit en ligne, je ne l'ai pas écrit en fraction. Vous pouvez essayer avec alpha égale 2. Hein. Si vous faites 1 plus x le tout au carré, ça fait 1 plus 2x plus x carré, ça fait à peu près 1 plus 2x. Donc moi dans ma formule, le alpha il vaut moins 1,5. D'accord? Hugo, c'est bon? Ok. Alors du coup, si je reviens à ce qu'on était en train de faire là, tac. Tac, comme ça. Donc du coup, en fait, la vitesse de la particule, elle n'atteint jamais la vitesse de la lumière. Elle tend vers la vitesse de la lumière. Ok? Mais elle ne l'atteint pas.
Bilal, j'ai pas compris votre question. V2 sur C2 égale V2 PK. Dites-moi ce que vous vouliez. Précisez un peu votre pensée là. Parce que j'ai pas compris ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez dire. Ok, Bilal il a bugué. Alors on va continuer du coup. Donc du coup là vous avez une expression de l'énergie cinétique. D'accord ? Deuxième grandeur qu'on peut recalculer, c'est la quantité de mouvement. Alors, la quantité de mouvement, l'idée c'est en fait on va faire une expérience où on courbe une trajectoire et on va voir si la façon dont on courbe la trajectoire est compatible avec la théorie classique. Allez-y Bilal. Ma prévision, Ouais, allez-y, ouais. avant qu'on a fait l'énergie cinétique, on a trouvé B carré sur C carré. Ouais. Après, je sais pas comment, mais après, vous faites. C'est à peu près égal à B carré et on retrouve le. Ah oui, oui, non, parce qu'en fait, c'est le tout, il est fois mc carré. Si vous regardez, Ah, après, on va là. Ok. voilà. Ok. Je fais juste le dl de gamma moins 1 et je remultiplie tout par mc carré. C'est bon ? Du coup, alors, donc là on est en 1908, donc on est revenu un petit peu en arrière. On va courber une particule dans un champ qu'on contrôle bien, et puis on va voir si c'est compatible avec la théorie classique. D'accord ? Donc pour courber une trajectoire d'une particule chargée, bah, vous utilisez soit un champ électrique, soit un champ magnétique. Donc là l'idée c'est quoi ? C'est que vous avez une source, alors une source β-, c'est une source radioactive, hein. Radioactivité β-, vous émettez des électrons et aussi des antineutrinos, mais ça on n'en a pas besoin. Et donc du coup votre électron, vous allez essayer de l'envoyer sur une plaque en contrôlant le champ électrique, le champ magnétique. D'accord ? On va sélectionner la vitesse. Donc pour sélectionner la vitesse, et ben en fait, on va contrôler la valeur du champ électrique et la valeur du champ magnétique pour ne garder que les électrons qui nous intéressent. D'accord ? Et ensuite, on va mesurer le rayon de la trajectoire dans le champ magnétique. Alors, si vous faites le calcul de tout ça, en théorie classique, vous arrivez à cette expression-là, hop, du rapport E sur M. Donc le rapport E sur M, c'est E c'est la charge de l'électron, M c'est la masse de l'électron. Le sinus alpha qui est ici, il vient du fait que votre champ magnétique, il n'est pas parfaitement perpendiculaire à la vitesse d'entrée. Donc la trajectoire, au lieu qu'elle soit bien circulaire, en fait, elle est hélicoïdale, comme ça. D'accord ? Mais tout ça, vous pouvez le mesurer, en fait. Donc, comme vous pouvez mesurer toutes les grandeurs à droite, bah, vous pouvez calculer le rapport E sur M. Et si votre théorie classique elle est bonne, bah, le rapport E sur M il est censé être constant. D'accord ? Vous faites ça, vous reportez donc les valeurs de droite V sin alpha sur RB dans un tableau, donc et vous calculez comme ça le rapport E sur M entre guillemets expérimental. D'accord ? Donc le E sur M expérimental qui est là, il est déduit en gros de cette expression-là. Et qu'est-ce que vous constatez ? Bah, vous constatez que E sur M expérimental, il y a des points là. Et puis après, tac, il y a un point comme ça, un point comme ça. Donc là, il y a deux possibilités. Soit les constantes fondamentales de la physique dépendent de la vitesse, ici, en bas, là. Tac. Soit les constantes fondamentales. Donc si vous avez des constantes fondamentales qui dépendent de la vitesse, il y a un léger souci. Soit il y a un problème dans la théorie. D'accord ? Donc la théorie classique, elle serait vérifiée si vous aviez le rapport E sur M qui faisait comme ça. Tac. Alors après, on vous demande de calculer le rapport E sur M théorique sur E sur M expérimental et de calculer le coefficient gamma à chaque fois. Et on va voir ce qui se passe quand on met les deux ensemble. Alors on va faire ça, donc pour ça je l'ai fait dans un joli script Python que je vais vous partager tout de suite. Ça doit être celui-là. Hop. Tac. Donc ça reprend toutes les valeurs numériques du sujet. Alors déjà vous pouvez voir la question 1 ici.
Donc question 1 sur l'énergie. Donc, vous avez des tas de vitesse qui sont supérieurs à c. Ok, donc ça c'est normal. En théorie classique. Et puis si vous passez en théorie relativiste, vous voyez que la vitesse, le rapport V sur C, il est inférieur à 1 en théorie relativiste. D'accord ? Ça, c'était pour les très hautes énergies, physique des très hautes énergies. À 1 téraélectronvolt, le rapport V sur C, c'est 0,99999999997. Donc c'est pas tout à fait 1, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 avant le 7. Donc ça tend vers C, mais ça n'atteint pas C. Ça, c'est le rapport E sur M attendu. Et là, j'ai fait les rapports de vitesse. Donc vous avez tous les rapports de vitesse, et vous avez le calcul qu'on vous demande, qui est ici, là, et puis vous avez le coefficient gamma qui est à côté. D'accord ? Vous devez remarquer que ça ressemble quand même pas mal, quoi. Là j'ai un 47, là j'ai un 4, là j'ai un 17, un 16, un 0,7, un 1, etc. D'accord ? Donc avec ça, on peut proposer une nouvelle expression de la quantité de mouvement. Au lieu que ce soit P égale mv, on dit que P c'est gamma m fois V. Donc la nouvelle expression de la quantité de mouvement, c'est P égale gamma mv. Que je vais remettre du coup ici. Hop. Tac, tac. Donc ici, là, c'est P égale, alors on peut même mettre une flèche, gamma m v. Ok ? Et à partir de ça, en fait, vous pouvez réécrire les lois de la mécanique. Les lois de la mécanique, vous pouvez les réécrire pour le cas relativiste. Lucas, comment on a alpha et la norme de B ? Alors en fait, la norme de B, vous l'avez parce que vous calibrez votre montage expérimental, donc vous contrôlez le courant que vous appliquez. Et l'angle alpha, vous l'avez, c'est pareil, parce que vous calibrez l'orientation de votre champ magnétique. Donc dans l'expérience, vous contrôlez le champ magnétique. Et donc vous pouvez moduler alpha, vous pouvez moduler la norme de B. Ça, c'est les paramètres, ce sont des paramètres expérimentaux. Enzo, allez-y. Est-ce que vous pouvez remonter sur le graphique? J'ai une question. Alors, sur le graphique, celui-là? Non, celui avec les deux courbes. Celui-là? Celui avec les deux courbes. Ouais. Ah. Non. Je suis allé trop vite là. Celui avec celle en pointillé et celle qui est toute droite. Celle-là? Ouais, celle-ci. Ouais, allez-y. Pourquoi est-ce que sur le point 15 méga électronvolts, c'est marqué que le rapport V sur C observé il vaut 1? Alors c'est parce qu'en fait l'expérience elle est entachée d'erreurs expérimentales. D'accord ? Donc du coup là les incertitudes, en fait elles sont... L'expérience n'est pas assez précise pour que vous ayez un 0,999 par exemple. D'accord ? Donc c'est pas un vrai 1, c'est un 1 expérimental. Ok. C'est bon ? Et du coup, Lucas, pour répondre à votre question, en fait, vous avez pas besoin de connaître B dans l'exercice. Vous avez juste besoin d'utiliser ce tableau-là. Et avec ce tableau-là, vous avez directement, en fait, l'ordonnée de ce tableau vous donne directement toute l'information qui vous intéresse. Vous n'avez pas besoin de calculer B. Ok ? Juliette, allez-y. Juliette, vous pouvez prendre la parole, hein, allez-y. Non, vous voulez plus? Bon, elle veut plus. Ok, bah, tant pis. Voilà, donc du coup, pour finir ça, donc avec P égale gamma MV et EC égale gamma moins 1 MC carré, et bien en fait vous avez les deux expressions qui vous permettent de refaire de la mécanique. Donc par exemple, si vous voulez écrire la loi de la quantité de mouvement, vous allez l'écrire dp sur dt égale somme des forces extérieures. Vous n'allez pas changer les forces extérieures, vous allez juste changer l'expression de P. Et si vous voulez écrire les théorèmes énergétiques, par exemple, vous pouvez écrire le théorème de la puissance cinétique qui va se mettre sous la forme DEC sur dt égale la puissance des actions extérieures. Enfin, intérieure plus extérieure. D'accord ? Et vous pouvez refaire de la méca dans le cadre relativiste. Donc vous gardez quand même les lois cause-effet comme dans le cas de la physique newtonienne, mais vous modifiez l'expression des grandeurs cinétiques qui régissent l'évolution de votre particule.
Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est les expressions que vous avez, elles ne sont pas au programme. Donc, EC, P, etc., elles doivent être fournies. Par contre, vous allez être amené à faire des exercices de physique des particules avec des mouvements de particules chargées. Et dans ces exercices-là, il y aura forcément des cas où vous aurez des particules relativistes. Donc assez souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vous fait faire un exercice. Voilà, vous avez, je sais pas, un électron. On vous demande de calculer sa vitesse. Vous trouvez qu'il va à 12 fois la vitesse de la lumière. Vous dites qu'il y a un problème. Vous refaites le calcul dans le cas relativiste avec la formule donnée. Et là, vous dites qu'il n'y a plus de problème. C'est comme ça que ça marche en fait. Mais vous ne devez pas apprendre ces formules-là. Alors du coup, on va pouvoir passer à la suite du polycours. Donc on va changer, sauf s'il y a des questions. Alors à partir, ouais, bonne question. À partir de quand on est relativiste, en fait, ce qui va vous fixer le fait d'être relativiste ou pas, c'est ce coefficient-là. Ça. D'accord? Donc en gros, vous êtes relativiste si je peux faire le DL de ce truc-là. Et quand est-ce que je peux faire le DL? Je peux faire le DL quand V sur C, il est très petit devant 1. Ici, là. D'accord? Mais comme c'est un V sur C au carré, usuellement, on dit que V, il doit être inférieur à C sur 10. C'est à peu près ça la limite. Parce que si vous faites C sur 10, si vous calculez V sur C au carré, vous allez trouver 1 centième. Et si vous me calculez 1 sur racine de 1 moins 1 centième, ben vous allez voir, ça va faire quasiment 1. En fait. Donc la limite usuelle, c'est en gros 1 dixième de la vitesse de la lumière. D'accord? Mais c'est pas une limite figée. Hein. De toute façon, vous faites un DL, donc il y a un petit écart. Alors du coup, on va revenir au mouvement de rotation ici. Hop. Donc là, normalement, s'il n'y a pas le poly qui s'affiche, vous me le dites, parce que j'ai changé d'outil, et du coup, il faut que je m'adapte un peu. Alors on va étudier deux systèmes. Le premier système, c'est un pendule de torsion. Le deuxième système, c'est un pendule qui est un pendule pesant. Et oui, Antoine, le V inférieur alors c'est V inférieur à C sur 10. Oui, c'est valable tout le temps. Ça, c'est vrai. Du coup, alors premier système, pendule de torsion. Dans le pendule de torsion, donc c'est ce dispositif-là, vous allez placer un jeu de masse, ici, là, donc cette zone-là, comme ça, qui est conçu de façon à ce que ce soit équilibré statiquement. C'est-à-dire que le centre de masse, il est ici. Il est sur l'axe. D'accord? Donc il n'y a pas de mouvement comme ça, et il y a des mouvements dans ce sens-là, il n'y en a pas. Par contre, vous allez faire en sorte que le dispositif il puisse tourner autour de cet axe-là, donc l'axe des Z, via un fil de torsion. Donc qu'est-ce que c'est un fil de torsion? En fait, par exemple, c'est un fil métallique. Si vous prenez un fil métallique que vous essayez de le tordre, vous allez constater que si vous ne le tordez pas trop, il revient à sa position de départ. Ok? Donc là, on va partir d'une situation d'équilibre, comme ça, et puis on va, par exemple, attraper cette masse-là, on va tirer dessus, on va la déplacer, on va partir de cette position-là et on va lâcher. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une oscillation qui va se produire dans le plan qui est dans ce plan-là. Alors pour ça, il faut qu'on caractérise le fil de torsion en tant que tel. Donc pour caractériser le fil de torsion, on va introduire ce qu'on appelle un couple de torsion. Alors, vous avez un zoom sur ici, là en bas. Hop. Donc là, c'est le fil vu de très gros, ici, là. Donc, là, on a grossi le fil. D'accord? Et là, vous avez la barre qui est représentée avec les points A et B. Je fais une rotation du fil. Donc pour faire une rotation du fil, je fais quoi? Je vais appliquer une force ici, comme ça, et une force ici, comme ça, en vue de dessus. Donc ce qui est sur la figure de droite. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le fil que vous aviez bien droit, là, et il va se tordre, comme ça. D'accord? Et vous allez atteindre une nouvelle position d'équilibre. En fait, avec vos deux mains, là, vous appliquez ces deux forces, comme ça et comme ça. Donc vous poussez avec vos mains. Donc vous exercez un effort avec vos mains. L'ensemble se met à l'équilibre, donc ça veut dire qu'il y a forcément une autre action qui compense l'action que vous avez rajoutée. Cette action, c'est l'action du fil de torsion qui voudrait, entre guillemets,
faire en sorte de revenir à la position de départ. Savoir si vous enlevez vos deux mains, vous allez revenir à cette situation-là. D'accord ? Vous pouvez faire ça pour différents angles de rotation ici, et vous pouvez comme ça déterminer l'action du fil par réponse à l'action que vous vous imposez. Donc vous vous imposez une action que vous contrôlez, vous déterminez la réponse du fil. Ok ? Alors du coup, si vous faites ça, vous allez obtenir une expression de la réponse, et vous allez constater déjà que la réponse est un couple. Donc c'est un couple parce qu'il n'y a que des actions de rotation. Vous allez constater que c'est d'autant plus difficile de tourner l'ensemble que l'angle est grand. Donc la réponse, elle est liée à la valeur de l'angle. Et puis la réponse, elle est liée aussi à la structure du fil. Si vous changez de fil, eh ben, vous n'allez pas avoir la même valeur. D'accord ? L'expression la plus simple qu'on peut proposer pour ça, c'est un signe moins ici. Ça, c'est pour bien signifier que le couple de rappel, il ramène à la position d'équilibre. Une constante fois l'angle dont a tourné l'ensemble. Donc ça s'appelle un couple de rappel. Un couple de rappel, pour faire une petite analogie, si je vous dessine ici un ressort avec une masse au bout, et je vous dis la force élastique projetée sur l'axe, comme ça c'est l'axe X, la force élastique, c'est moins KX. Donc X étant L moins longueur à vide. Et bien là, c'est exactement pareil, sauf que je mets moins C, donc c'est une autre constante, je l'appelle C, alpha. Alpha, c'est quoi ? C'est l'angle dont vous avez tourné depuis la position, entre guillemets, à vide, la position où il n'y avait pas d'autre couple. Ok ? Alors ça marche assez bien si vous ne tournez pas trop. C'est-à-dire si vous faites 15 tours avec votre fil, vous allez quitter le domaine élastique et vous allez atteindre ce qu'on appelle le domaine plastique. Ça, c'est un truc que vous pouvez constater chez vous. Vous avez tous normalement des câbles, par exemple des chargeurs USB ou un câble d'alimentation d'ordinateur. Quand vous achetez un câble d'alimentation d'ordinateur, il est tout lisse, tout joli. Et au bout de quelques années, vous devez constater qu'en fait, il commence à faire des espèces de tortillons. Donc les espèces de tortillons, c'est à force de tordre, détordre, retordre, etc. votre fil. Vous avez atteint des fois la limite plastique et du coup il s'est entre guillemets bloqué dans une position qui est plus sa position initiale. Alors du coup à partir de ça, on peut étudier ce dispositif et le but c'est qu'on étudie l'évolution de l'angle alpha au cours du temps. Alors le couple de rappel c'est le couple de torsion, oui c'est pareil, il y a un couple de rappel, couple de torsion c'est la même chose du coup. Et oui, c'est comme pour le ressort, c'est tout, voilà, c'est exactement ça. D'accord ? Sauf que le ressort, c'est un mouvement de translation, alors que là, le couple de rappel, c'est pour un mouvement de rotation autour de l'axe OZ. Une fois qu'on a posé ça, l'étude de la dynamique, elle est assez facile, parce que pour l'étude de la dynamique, là, on a le théorème qui va bien, on a le théorème du moment cinétique. D'accord ? Donc l'activité 7, je vous la fais en direct. On veut montrer que le système c'est un oscillateur harmonique dont on précise la pulsation propre. Alors pour ça c'est facile, j'applique le théorème du moment cinétique au système par rapport à l'axe de rotation. Qu'est-ce qu'il y a comme action extérieure ? Donc on va compléter ici les actions extérieures. Hop. Action extérieure. Donc il y a le poids. D'accord ? Mais on a dit quoi ? On a dit, alors c'était avant, je reviens en avant, là, ici, le centre de masse, il est sur l'axe de rotation. Donc si le centre de masse est sur l'axe de rotation, le bras de levier du poids est nul, donc le moment du poids par rapport à l'axe de rotation est nul. Donc le poids, moment par rapport à delta du poids égale 0. D'accord ? Il n'y a pas de frottement. Donc les frottements, je les enlève. Et il y a le couple de rappel. Ok ? Couple de rappel qui est ici. Donc le théorème du moment cinétique projeté sur l'axe, c'est hyper facile. C'est la dérivée du moment cinétique égale le couple de rappel.
Mais le système que j'étudie, c'est un solide en rotation autour d'un axe. Donc je connais l'expression de son moment cinétique par rapport à l'axe. Je peux l'écrire. Moment cinétique égale moment d'inertie par rapport à l'axe fois vitesse angulaire. La vitesse angulaire ici, c'est alpha point. Le solide étant indéformable, J delta est constant. Donc quand je vais dériver, J delta il passe devant. Et donc je vais arriver à cette expression-là. Et là c'est fini parce que vous reconnaissez un oscillateur harmonique. Vous avez juste à remettre ça sous forme canonique. Quand vous le mettez sous forme canonique, vous introduisez ici la pulsation propre qui vaut racine du couple de rappel sur J delta. Et donc vous en déduisez toutes les propriétés qu'on a déjà vues sur l'oscillateur harmonique. Oui, Mathieu, le moment cinétique, c'est toujours J delta fois la vitesse angulaire. Alors, ce qui change, c'est l'expression de J delta. Hein, d'accord ? Donc, le moment cinétique, ça, c'est toujours vrai. Et après, le moment d'inertie, c'est une constante que quand vous avez un solide que quand vous avez un système indéformable. La notation L delta, alors j'ai fait exprès de le noter comme ça, c'était parce que le moment cinétique, vous pouvez le noter soit L, soit sigma, suivant les situations. Donc là, j'ai pris la notation grand L. C'est moment cinétique par rapport à delta, avec la notation grand L. Il y a plusieurs notations pour le moment cinétique. Alors, intérêt de ce dispositif, le couple de rappel n'existe que quand on exerce un couple sur le fil. Non, alors, confondez pas deux choses, je reviens en arrière. Là, cette figure-là, c'est pour vous expliquer comment est-ce qu'on trouve l'expression du couple de rappel. Donc pour trouver l'expression du couple de rappel, j'applique un couple que je contrôle et je me place dans une situation d'équilibre. Donc si je suis à l'équilibre, la somme des moments vaut 0. Donc le couple que je contrôle compense le couple de rappel. Là, dans l'activité qu'on est en train de faire, je suis plus en train d'appliquer les forces FA et FB là. Je suis juste en train, j'ai pris la petite masselotte qui était ici, là, cette masselotte là, je l'ai tirée et j'ai lâché. D'accord ? Donc l'opérateur extérieur, il fait rien en fait. Il a juste mis le système enfin, il a juste appliqué une condition initiale et puis après il n'intervient plus au cours du mouvement. Donc du coup, si on revient là, hop. Intérêt de ce dispositif. Alors, il y a une autre question. Le TMC, on l'applique à la troisième ligne de calcul. Troisième ligne de calcul. Non, le TMC, on l'applique ici. Variation du moment cinétique égale moment des actions extérieures. C'est ici qu'on l'applique. Ok ? Alors, intérêt de ce dispositif par rapport aux autres oscillateurs harmoniques qu'on a vus. Ce qui est assez pratique, c'est que pour faire des pendules, on a tout de suite en tête le balancier, en fait, le pendule simple. Sauf que le pendule simple, le problème qu'il a, c'est qu'il est isochrone seulement aux petits angles. D'accord ? Alors après, on a en tête le système masse-ressort, qu'on a étudié en début d'année. Le système masse-ressort, c'est un mouvement de translation. Le problème du mouvement de translation, c'est que pour le contraindre dans une zone de l'espace, c'est pas hyper pratique. Alors que là, avec ce dispositif, en fait, vous allez pouvoir faire des oscillateurs harmoniques relativement très précis et assez faciles à contrôler parce que vous allez pouvoir contrôler très facilement la valeur de C. Alors qu'avec un système masse-ressort, vous ne pouvez pas trop changer la valeur de la constante de raideur. Là, changer la valeur de C, c'est assez facile. Il suffit de contrôler le nombre en gros d'enroulements que vous allez faire. Vous prenez un petit fil, vous l'entortillez comme ça, et vous allez pouvoir contrôler la valeur de ce truc-là. Donc ça va servir pour faire des horloges de précision, et typiquement ce genre d'oscillateur, vous en avez par exemple si vous avez une montre dans laquelle vous voyez le mécanisme à l'arrière de votre montre, vous pouvez regarder, il y a forcément quelque part un petit oscillateur comme ça. Alors deuxième résolution de cet exercice, en changeant d'approche, au lieu d'utiliser le théorème du moment cinétique ici, on a vu au dernier cours qu'on pouvait aussi faire une approche énergétique. Donc je fais une approche énergétique en appliquant le théorème de la puissance cinétique à la barre. D'accord ? Donc qu'est-ce que je fais ? J'écris DEC sur DT égale la puissance. Ok ? Qu'est-ce que c'est la puissance ? La puissance, c'est le couple, alors là c'est un alpha point, hop. Donc c'est le couple fois la vitesse angulaire.
Et bah du coup, j'ai plus qu'à faire quoi? J'ai plus qu'à réécrire tout ça. Donc si je remplace EC par son expression 1 demi de J delta alpha point carré, si je calcule la dérivée, et ben je vais retomber là-dessus. D'accord? Si je calcule ça. Je calcule ça, je remplace l'expression et je remonte à l'équation du mouvement qu'on a déjà. Donc ça je peux le faire, mais c'est pas ça qui m'intéresse là. Moi ce qui m'intéresse c'est le membre de droite. Donc le membre de droite c'était moins C alpha point. Ça je peux le réécrire sous la forme qui est proposée ici. C'est la dérivée de 1 demi de C alpha carré. Et du coup je peux le repasser dans le membre de gauche. Et si je le repasse dans le membre de gauche, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'obtiens la dérivée par rapport au temps de cette grandeur-là, qui est égale à 0. J'ai construit une intégrale première du mouvement, une grandeur qui se conserve au cours du mouvement. C'est constitué de deux termes. Un premier terme ici qui est l'énergie cinétique, ça c'est EC. Un deuxième terme ici, bah ce terme-là, c'est quoi? C'est une énergie potentielle. Et c'est l'énergie potentielle que je vais pouvoir associer à la torsion. Donc l'action du couple de torsion, c'est une action conservative qui dérive d'une énergie potentielle. Et l'expression de cette énergie potentielle, elle dépend du degré de liberté, qui ici est l'angle. Et du coup, je peux écrire la conservation de l'énergie mécanique. Exactement comme dans le cas du système masse-ressort. Et donc en fait, vous pouvez aller même tout au bout de l'analogie et dire, bah en fait, par analogie, je peux faire une analogie entre la translation et la rotation. Alors là, j'ai marqué tableau, je vais vous le faire à côté, on va se mettre là. Donc en translation, le degré de liberté, je vais changer d'appli, hop. Je vais le faire sur un écran vite, ça ira plus vite. Tac. J'étais là. Alors, tac, tac, tac. Donc en translation, c'est moins joli quand même. Et en rotation, le degré de liberté c'est x en translation. En rotation, c'était l'angle. Ça, c'est le degré de liberté. L'inertie en translation, c'est donné par la masse. L'inertie en rotation, c'est donné par le moment d'inertie. D'accord? La grandeur cinétique qui m'intéresse, c'est m x point. Donc mx point, c'est la quantité de mouvement. Ok? Thibaut, je réponds à votre question juste après. En rotation, c'est J delta alpha point. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de m x point carré. Là, c'est 1 demi de J delta alpha point carré. Antoine, je suis en bas du poly, il y a une page où il y a marqué tableau translation rotation. En bas de la page, que je vous redonne la page. En bas de la page 23 du poly. Donc là, j'ai l'énergie cinétique de part et d'autre. L'énergie potentielle, à gauche, c'est 1 demi de kx carré. Et à droite, c'est 1 demi de c alpha carré. D'accord? Donc vous avez une analogie formelle entre x et alpha, entre m et j delta, et entre la constante de raideur et la valeur de la constante de torsion. Et vous pouvez passer très simplement d'un système à l'autre comme ça. Du coup, si je reviens à mon fichier, qui devait être là, comme ça. Donc du coup là vous avez donc vous avez deux approches, parce qu'il faut comprendre c'est que les deux approches, soit le théorème du mouvement cinétique, soit l'approche énergétique, elles se complètent. Il faut faire soit l'une soit l'autre. Vous n'avez pas besoin de deux. Il y avait une question, comment on fait pour déterminer la valeur du couple de torsion ici, la valeur de C. Alors là je vais vous faire une réponse de Normand parce que c'est un truc qu'on était censé faire en TP et vous avez peut-être remarqué que c'est un peu difficile de faire des TP de méca à distance. Donc alors l'idée pour déterminer la valeur de ce truc là en fait c'est on va créer des oscillations harmoniques
et on va mesurer en fait la période ici. Ça, je peux le mesurer. J delta, c'est lié à la répartition de masse, donc je peux le déterminer aussi, et j'en déduis la valeur de C. Alors du coup là j'ai répondu à la question de Thibaut. Antoine, j'ai déjà répondu. Cyprien, c'est quoi mx point? Mx point, c'est la quantité de mouvement. C'est m fois v. En translation, ce qui va vous intéresser, c'est l'évolution de la variable x. Et en rotation, ce qui va vous intéresser, c'est l'évolution de la variable alpha. Comment vous faites pour trouver la variable x? En translation, vous écrivez la loi de la quantité de mouvement. Donc dp sur dt égale force extérieure. Alors qu'en rotation, vous écrivez le théorème du moment cinétique. Donc dérivé du moment cinétique par rapport au temps égale moment extérieur. Et Léo, comment on sait que la puissance peut s'écrire d sur dt de 1 demi, etc. Bah faites-le à l'envers, dérivez ça, et vous allez voir que vous retombez sur l'expression d'avant. Alors la ligne du théorème de... Donc sur l'écran, attendez, je vais remettre l'écran. Ah mince, je n'ai plus l'écran. Quelle ligne du théorème de l'énergie cinétique vous ne comprenez pas? Léo, c'est bon ou pas? Dans le théorème, c'est le théorème de la puissance cinétique qui vous gêne? Alors attendez, je vais vous remettre, le remettre là. C'est cette ligne-là qui vous gêne? DEC sur dt égale... alors le P, c'est la puissance de... Enfin, c'est la somme de toutes les puissances extérieures qui s'exercent sur le solide. D'accord? Ça, c'est le théorème de la puissance cinétique pour le solide. C'est bon? Alors, c'est pas le théorème de l'énergie cinétique, c'est le théorème de la puissance cinétique. Mais après, par abus de langage, par abus de langage, on dit aussi théorème de l'énergie cinétique. Et oui, Alexis, on peut remonter à l'équation du mouvement. Si vous partez de ça, vous explicitez la dérivée, je peux le faire là. Ça va faire 1 demi de j alpha point. Alors la dérivée de alpha point carré, ça fait alpha point fois 2, plus 1 demi de c, la dérivée de alpha carré, ça fait alpha point fois 2, tout ça, ça vaut 0, ça c'est un 2. Vous simplifiez par ça part, ça part, ça part, tac, ça part, et vous retombez sur quoi? Vous retombez sur j alpha point plus c alpha égale 0. Vous retombez bien sur ce qu'il y a là. Ok? Voilà, donc du coup là vous avez une autre approche de ce système-là qui est une approche énergétique. Et vous allez pouvoir utiliser les approches énergétiques sur les solides en rotation. Allez-y Charles. Je comprends pas quand on met dès lors le TEC, le surécrire sous la forme. Je comprends pas comment on fait. Alors... Ah! Alors attendez. Je vais prendre un endroit où il y a un peu de place. Je vais vous le faire en dessous. Donc vous êtes d'accord avec ça? DEC sur dt égale P? Ouais. Ça c'est bon. Ensuite le fait que P ce soit moins C alpha point. Ça c'est bon aussi? Ouais. Donc ça c'est moment par rapport à delta fois vitesse angulaire. D'accord? Moins C alpha point, je peux le réécrire moins D sur dt de 1 demi de alpha carré. Ouais, ça c'est bon, mais c'est juste après du coup. Et bah du coup, ça, je le passe dans le membre de gauche. Donc je le passe là. Donc ça me fait D sur dt de EC plus 1 demi de... J'ai oublié le C là. 1 demi de C alpha carré égale 0. Ah ok, bah c'est bon. Et EC, je le remplace par son expression. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est le même schéma de preuve que quand j'ai démontré le théorème de l'énergie mécanique. Je suis en train de dire, ok, l'action qui était à droite, là, c'est une action qui est une action conservative, et je lui associe une énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, c'est 1 demi de C alpha carré. Ok? Alors, application du pendule de torsion. Le pendule de torsion, en fait, il a un rôle assez important, c'est un rôle historique. C'est avec lui qu'on a déterminé, par exemple, la loi de Coulomb. Et puis qu'on a vérifié que la force de gravitation universelle, elle était en 1 sur R carré.
En fait, c'est un pendule qu'on peut faire de façon extrêmement fine, et avec ça, on peut mesurer des forces qui sont extrêmement faibles. Donc il y a une expérience historique qui s'appelle l'expérience de Cavendish, qui est l'expérience qui permet de déterminer la constante de gravitation universelle, et qui est une expérience dans laquelle on va se servir d'un pendule de torsion en mesurant des rotations extrêmement faibles. D'accord ? Autre utilisation de ce truc-là, on peut avec ça équilibrer les dispositifs rotatifs, justement en évitant les rotations. Et l'autre application, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est les horloges, à savoir comme vous pouvez faire quand même un angle alpha assez grand, ça reste harmonique sur un angle assez élevé, donc vous allez avoir un très très bon isochronisme, même pour des angles assez élevés. Ça, c'était le premier système. Deuxième système, le pendule pesant. Alors le pendule pesant, on va le faire ensemble juste en dessous là. Donc le pendule pesant, on a déjà fait le pendule simple. Donc le pendule simple, c'était quoi ? C'était un point, un fil, et j'accrochais une masse. Ça, c'est un pendule simple. D'accord ? Donc je mets entre parenthèses. Le pendule pesant, c'est quoi ? C'est, je prends un axe de rotation, delta. Sur cet axe, je vais fixer une liaison pivot, et autour de cet axe va tourner un solide que je vais dessiner complètement arbitrairement. On va le dessiner par exemple comme ça. Ça, c'est le solide qui est en train de tourner autour de l'axe delta. Et on va étudier le mouvement de ce solide. Donc pour étudier le mouvement de ce solide, on va repérer la position de son centre de masse. Par exemple, alors c'est pareil, c'est arbitraire, mais par exemple, il est ici. Donc là, c'est le centre de masse. Ok ? Le centre de masse, ici. La distance du centre de masse à l'axe de rotation, c'est la longueur qui s'appelle grand L. Le degré de liberté, c'est l'angle que fait la droite en pointillé que je viens de dessiner avec la verticale, comme ça, ici. Ça, c'est le degré de liberté. Et en fait, on cherche l'évolution de ce degré de liberté en fonction des paramètres du problème. Les paramètres, c'est la masse du pendule, le moment d'inertie du pendule, et on veut trouver comment ça marche. Donc pour ça, le système qu'on va étudier, c'est le pendule. Oui, le pendule pesant, c'est quand la masse n'est pas ponctuelle. En fait, c'est quand vous avez une répartition de masse. Donc dans le pendule simple, ici, j'avais une seule masse tout au bout. C'est un point M de masse M. Et le fil, on négligeait sa masse. Dans le pendule pesant, par exemple, vous remplacez le point avec le fil, vous le remplacez par une tige. C'est l'exemple de l'arbre qu'on a fait en TD hier. Mais je crois que vous n'étiez pas au TD hier. Donc là, il n'y a pas de masse. Là, toute la masse, elle est au bout. Alors que là, la masse, elle est répartie, pas forcément de façon homogène. D'accord ? Et par contre, j'astreins la rotation autour de l'axe avec la liaison pivot. Alors, le système, c'est le pendule. Les actions extérieures, c'est quoi ? Eh bien, c'est le poids. Tac. Et non, c'est pas la tension. Là, il n'y a pas de notion de tension. La tension, ça serait si je dessine le pendule simple. Dans le pendule simple, le système, c'est le point. Donc les actions extérieures, c'est tout ce qui est extérieur au point, qui est ici. D'accord ? Donc là, vous pouvez dessiner une tension. Là, il n'y a pas de problème. Là, mon système à moi, c'est le pendule. Donc qu'est-ce qui est extérieur au pendule ? C'est ce qui va se passer ici. Donc là, vous allez avoir les actions de la liaison pivot. Il faut bien comprendre que les actions sont les actions extérieures. Et là, je suis en train de chercher une action de contact. L'action de contact, elle se fait où ? Elle ne se fait pas ici. Elle se fait au niveau de la liaison pivot. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de notion de tension, parce qu'il n'y a pas de fil. Il y a une liaison pivot. Donc j'ai le poids, la liaison pivot. Comment on l'appelle sur le schéma ? Eh bien, on ne l'appelle pas sur le schéma. On la met dans le bilan, et on l'écrit dans le bilan. C'est pour ça que c'est important de faire le bilan.
mais on va pas pouvoir la représenter sur le schéma. On va juste pouvoir dire, on peut faire comme ça, on peut dire ici, il y a une liaison pivot. Ok? Alors, l'action de la liaison pivot, ce n'est pas quand celle-ci n'est pas parfaite. Alors, la liaison pivot a toujours une action. Pourquoi? Parce que si vous enlevez la liaison pivot, qu'est-ce qui arrive à mon truc violet? Eh ben, il tombe dans le champ de pesanteur et il s'écrase au sol. D'accord? Le caractère parfait de la liaison pivot, ça vous dit juste que son moment par rapport à l'axe de rotation est nul. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. D'accord? Donc là, typiquement, en fait, la liaison pivot, elle va se résumer à quoi? Elle va se résumer à une réaction que je peux dessiner complètement arbitrairement, comme ça. Ça, c'est R du pivot. Et donc maintenant, si je regarde les moments des différentes actions, là, je vais dire moment par rapport à delta du pivot égale 0. Et c'est ici que je fais l'hypothèse de liaison parfaite. Là, j'ai fait l'hypothèse de pivot parfait. Comme ça. Mais en fait, la liaison pivot, c'est exactement comme dans tous les problèmes, par exemple sur des plans inclinés, c'est un petit peu comme la réaction normale d'un support. C'est-à-dire que c'est l'action, en gros, elle sert à rien, entre guillemets, quand vous écrivez le théorème, mais si vous dites qu'elle n'est pas là, eh ben vous changez le problème. Et le système constitué, c'est tout ce que j'ai dessiné en violet. Donc c'est toutes les masses. D'accord? C'est ça le pendule. Donc du coup, action de la liaison pivot, 0. Et il me reste à calculer le moment par rapport à delta du poids. Donc le moment par rapport à delta du poids. Comment on fait? Eh bien, on utilise la technique force fois bras de levier. Alors on va se mettre en vert. Donc le poids, il s'exerce comme ça, verticalement vers le bas. La droite d'action du poids, je la dessine en pointillé. Ça, c'est la droite d'action. Et donc le bras de levier, il est où? Ben, le bras de levier, c'est la distance à l'axe de rotation. Donc, le bras de levier, il est là. D'accord? Donc le moment du poids, c'est force fois bras de levier. Et il me faut le signe devant. Donc là, le poids, il ferait, entre guillemets, tourner dans quel sens? Il ferait tourner dans le sens, comme ça, qui n'est pas dans le sens de θ. Donc du coup, si c'est pas dans le sens de θ, le signe, c'est un signe moins. Et le bras de levier, géométriquement, il vaut grand L fois sinus θ. La liaison pivot, oui, c'est ce qui relie l'axe au... Enfin, c'est ce qui fait que le solide tourne autour de l'axe, Hugo. C'est le principe de la liaison pivot. C'est ce qui restreint les degrés de liberté au degré de liberté de θ. Donc du coup, maintenant, j'ai le moment de mes actions extérieures. Alors, le moment du poids, le moment de la liaison pivot. J'ai plus qu'à écrire mon théorème, le théorème qui va bien. Donc j'écris le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe delta. Allez-y, Alexis. Vous vouliez parler ou vous avez écrit votre question hein? D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le sens direct ou indirect, le signe. Le signe qui est ici, là, il a à voir avec le choix que je fais du sens direct, quand même. Donc là, j'ai choisi d'orienter mon degré de liberté dans ce sens-là. D'accord? C'est moi qui ai fait ce choix-là. Alors, c'est pas un choix qui est complètement idiot, hein, parce que j'ai bien pensé que la position d'équilibre était quelque part par là, et je me suis écarté de la position d'équilibre. C'est pour ça que j'ai fait ce sens-là. Mais une fois que j'ai fixé cette flèche-là, je regarde cette flèche-là, et je regarde si... Alors, s'il n'y avait que le poids, partant d'une situation immobile, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez que le solide, il se mettrait à tourner dans la direction que j'ai dessinée en vert par là. Donc, θ diminuerait, d'où le signe moins. D'accord?
le signe qui est ici dépend de votre schéma. Donc si vous ne faites pas le schéma avec l'orientation, là, bah, vous ne pouvez pas déterminer le signe. C'est bon? Par contre, in fine, l'équation que vous allez trouver à la fin, ce sera la même. Elle ne dépendra pas de votre sens d'orientation, a priori. Donc du coup, maintenant, je fais le théorème du moment cinétique par rapport à delta. La variation du moment cinétique, je vais l'écrire avec la notation grand L pour changer, est égale à la somme des moments des actions extérieures. Donc il me reste m delta du poids plus m delta du pivot. Et c'est tout. Je remplace. Donc ça c'est moins m g grand L sin θ. Et à gauche c'est d sur dt de j delta θ point. Le système c'est un solide. C'est quoi qui est marqué en souligné? Où ça? En rouge là? Antoine, c'est le truc rouge que vous n'arrivez pas à lire? Non, dernière ligne. Là, TMC par rapport à delta. Théorème du moment cinétique par rapport à l'axe de rotation delta. Ok? Alors, mon solide, c'est un... Mon système, c'est un solide. Donc, hop, indéformable. Donc ça, c'est une constante. Ça, c'est le caractère indéformable. Donc, je peux le sortir. Et il me reste quoi? Il me reste J delta, θ point point, plus MGL sin θ égale 0. Que je vais réécrire sous forme canonique. Sous la forme θ point point plus oméga 0 carré sinus θ égale 0. Hop. Et puis oméga 0 carré, ça fait MGL sur J delta. Hop, hop. Léo, on travaille toujours avec un caractère indéformable, sauf si vous voyez explicitement que votre système ne l'est pas. Par exemple, sur le patineur qu'on avait fait en début de semaine, c'est clair qu'il n'était pas indéformable. D'accord? Donc là, vous arrivez à cette équation-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous faites une approximation de petits angles? Alors, je vais continuer en dessous, du coup, là où il y a les figures. Donc, aux petits angles... Alors, Tiffany, non, J delta, ça ne vaut pas ml carré. Je finis juste ça, puis après, je reviens sur votre remarque. Donc, aux petits angles, sin θ, c'est θ. Donc, qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez un oscillateur harmonique. Donc, vous avez θ point point plus oméga 0 carré θ égale 0. C'est un oscillateur harmonique. Ok? Alors, il y avait une question que... Est-ce que J delta vaut ml carré? Donc, je vais vous faire un petit dessin pour ça. Hop. Attendez juste 3 secondes que je mette en place le bidule. Voilà. Alors, il est où mon dessin? Il doit être là. Tac. Alors, on avait deux situations. À droite, le pendule simple, comme ça. Donc, avec la masse ici, la distance L ici. À gauche, le pendule pesant, comme ça, avec le centre de masse, la distance L. D'accord? Le pendule simple de droite, c'est un cas particulier du pendule pesant. Pourquoi c'est un cas particulier? Parce que si je prends comme système le point M plus le fil, je prends pas comme système que le point M comme on a déjà fait en mécanique, je prends M plus le fil. Bah, du coup, je récupère quoi? Je récupère le même bilan des forces extérieures. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme action extérieure? Il y a le poids et il y a la liaison pivot qui s'exerce là-haut. Là. D'accord? Donc, je peux faire exactement le même calcul que ce que je viens de poser. Là, et je vais arriver, si je pose θ,
à l'équation θ point point plus mgl sur j delta sin θ égale 0. Même raisonnement que celui que je viens de faire. D'accord? Donc c'est un cas particulier. Qu'est-ce qui se passe si votre système c'est juste un point? Ben, si votre système c'est juste un point ici, là, vous savez que le moment d'inertie c'est ml carré. Donc vous pouvez remplacer ça par ml carré. Et qu'est-ce qui va rester? Et ben, il va rester mgl sur ml carré, donc tout ça, là, ça va être égal à g sur l. Et vous retrouvez l'équation du pendule simple qu'on a déjà étudiée. Seulement si j delta vaut ml carré. Mais dans quel cas est-ce que j delta vaut ml carré? Et bien seulement si, en gros, seulement, alors ça peut être dans le cas du pendule simple, ça peut être un autre exemple, ça peut être ce cas-là. Vous prenez un cerceau, hop, à une distance L. Là, vous avez j delta égale ml carré. Ok. Par contre, dès que vous avez une répartition de masse qui est pas, qui est un peu plus compliquée, le j delta il vaut pas ml carré, il vaut par exemple un tiers de ml carré. Ça, on avait vu ça hier avec le tronc qui tombe, c'était un tiers de ml carré. Il vaut 2/5 de ml carré, ça c'est la sphère, etc. D'accord? Donc l'expression de j delta elle va dépendre de la répartition de masse. Donc là ici, j delta il vaut, je connais pas a priori son expression, mais je pourrais vous la fournir. Ok? Donc faites attention, ça, j delta égale ml carré, c'est un cas très particulier, c'est ce cas-là. C'est le cas une masse toute seule au bout. Voilà. Alors du coup, on va revenir. Alors Cyprien, le cerceau, vous avez, toutes les masses, elles sont sur l'extérieur, elles sont toutes à la même distance du centre. Donc là, c'est comme si vous aviez plein de petits points à une distance L. Et chaque point est à la même distance du centre. C'est pour ça que ça fait un j delta qui vaut ml carré aussi. Je vous rappelle que le moment d'inertie, il vous mesure comment est-ce que vos masses sont réparties par rapport au centre du masse. Alors si je remets le poly du coup, là, tac. Donc oscillateur harmonique aux petits angles. Donc là vous retrouvez, alors du coup là je vais aller assez vite parce que là c'est juste des rappels. Propriété d'un oscillateur harmonique de base, isochronisme des oscillations. D'accord? Donc ça c'est le truc important, c'est l'isochronisme. Et par contre, avec le pendule pesant, je peux aller au-delà des petits angles, parce que par exemple, comme là, la tige, ici, c'est rigide, bah, rien ne m'empêche de mettre le pendule à la verticale. Si vous le faites avec un fil, que vous le mettez à la verticale, le fil, il reste pas tendu. Hein. Mais avec un pendule pesant, je peux le faire. D'accord? Donc là, c'est l'image qui est ici. Qu'est-ce qui se passe sur l'image qui est ici? Donc vous avez l'angle qui est très très grand, et vous voyez que les oscillations, là, clairement, elles sont plus du tout sinusoïdales. D'accord? Haute matérialisation de ce truc-là, vous pouvez tracer le portrait de phase de ce truc-là. Ça va vous faire une petite révision sur les trajectoires de phase. Donc θ point en fonction de θ pour la trajectoire de phase. Quand je suis sur un oscillateur harmonique, ma trajectoire de phase ici, elle est elliptique. Ça c'est elliptique. Hop. Alors, il y a deux questions. Du coup, le centre d'inertie n'appartient pas forcément au système. Oui, tout à fait. Alors, je vais juste faire un petit schéma là pour la question de Lucas. Ça, c'est une bonne question. Je vais me remettre là-dessus. Par exemple, imaginez que vous ayez donc un axe comme ça, une toute petite tige, une petite masse ici, une autre petite tige ici et une grosse masse comme ça. Bah là, votre centre d'inertie, il va être quelque part par là. Donc non seulement le centre d'inertie, il appartient pas forcément au système, mais il peut même être géométriquement, entre guillemets, dans le vide. C'est-à-dire, il n'est même pas forcément à l'intérieur du système. D'accord? Et Idriss, vous avez Alexis qui a répondu à votre question. Donc du coup, si je reviens à ma trajectoire, là. Donc, trajectoire de phase d'un oscillateur harmonique, c'est elliptique.
quand vous augmentez ici l'angle θ max, vous quittez une trajectoire elliptique pour une trajectoire qui ressemble, ça fait la figure de l'œil là qu'on avait déjà vu, jusqu'au moment où vous allez atteindre des trajectoires qui sont des mouvements révolutifs. D'accord ? Et après, un mouvement révolutif, ça va faire quoi comme, donc c'est le pendule qui va tourner autour de lui-même, enfin qui va faire plusieurs tours, ça va faire une trajectoire de phase qui fera comme ça. Dans ce sens-là. Et puis, je peux aussi aller dans l'autre sens, faire une trajectoire de phase qui va faire comme ça. Comme ça. D'accord ? Le passage de cette trajectoire-là à cette trajectoire-là, vous vous rappelez comment ça s'appelle ou pas ? Le passage du mouvement périodique au mouvement révolutif. C'est une bifurcation mécanique. Merci Étienne. Ouais, c'est bon. Donc là, vous avez possibilité de bifurcation mécanique. D'accord ? Donc bifurcation mécanique, c'est quoi ? C'est vous changez un tout petit peu la condition initiale et ça change complètement la nature du mouvement. Donc en gros, je fais quoi ? Je fais des oscillations bien gentilles, là, jusqu'à 179 degrés. Puis je rajoute une toute petite pichenette quand je suis à 179 degrés. Et au lieu de faire des oscillations, je me mets à faire des tours. J'ai fait une bifurcation mécanique. D'accord ? Cette figure-là, c'est juste pour vous rappeler que la période dépend de l'amplitude. Donc l'oscillateur harmonique, c'est dans cette zone-là. D'accord ? C'est la zone où la période est indépendante de l'amplitude, c'est la zone où il y a isochronisme. Et après, plus vous allez tendre vers une grande amplitude, plus la période va être longue. Et donc là, voilà, j'ai mis les mouvements révolutifs juste derrière, avec les trajectoires de phase associées. Donc là, c'est votre pendule qui fait des tours et des tours et des tours. Ok ? Je peux retrouver ça en utilisant, comme pour le cas du pendule de torsion, un théorème de l'énergie mécanique. Alors là, on va le faire ensemble juste après. Donc du coup, le système, c'est le même. Bilan des actions, c'est le même. Donc ça, je vais l'écrire. Donc système idem, action idem. D'accord ? Je ne le réécris pas parce que ça va me faire gagner un peu de place. Du point de vue énergétique, dans les actions, j'ai le poids. Le poids, c'est conservatif. D'accord ? Donc je vais écrire l'énergie potentielle de pesanteur associée. Alors pour ça, il faut que je repère quoi ? Il faut que je repère l'altitude de mon centre de masse. Donc je vais refaire le schéma à droite. Donc on avait le truc qui était comme ça. Ça c'était le solide. On avait le centre de masse qui était là. Et l'angle θ qui était comme ça. Ça c'est θ. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'altitude par rapport à une référence. Je vais choisir comme référence le moment, je vais dessiner un pointillé ici, où θ égale 0. Donc ici, c'est θ égale 0. Et je vais appeler cette hauteur-là Z. Et du coup, mon énergie potentielle de pesanteur, si j'oriente l'axe des Z vers le haut, c'est mgz. Et géométriquement, Z, c'est quoi ? C'est... Alors là, il y a grand L. Et là, cette petite hauteur-là, ici, c'est L cos θ. Donc c'est L moins L cos θ. D'accord ? Donc une fois que j'ai écrit ça, je peux écrire la conservation de l'énergie mécanique. Donc je vais écrire quoi ? Je vais écrire un théorème de l'énergie mécanique. Donc EM est constante. EM c'est 1/2 2J delta θ point carré. Pourquoi on met Z si on met L cos θ ? C'est juste pour repartir de l'expression mgz qui est l'expression que vous connaissez. D'accord ? Là, par exemple, alors vous pouvez vérifier que j'ai pas fait n'importe quoi parce que si vous augmentez θ, votre point il monte là, il monte. Si j'augmente θ, donc normalement l'énergie potentielle elle est croissante. Comme la fonction cos θ elle est décroissante, j'ai bien quelque chose qui augmente si θ augmente. Alors, du coup l'énergie cinétique
Non, L, c'est pas la longueur totale. L, c'est la longueur entre la liaison pivot et le centre de masse, Cyprien. L, c'est jusqu'à ce point-là. D'accord? Et non, la réaction de la liaison pivot, on la considère pas parce qu'elle ne travaille pas, parce que la liaison, elle est parfaite. Ok? Donc la puissance, je vais l'écrire là, la puissance de la liaison pivot, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que c'est le moment de la liaison pivot fois θ point. D'accord? Donc comme action extérieure à considérer, il n'y a plus que le poids. Donc mon énergie mécanique, c'est une constante. Je la réécris comme énergie cinétique plus énergie potentielle. Comme ça. Et ensuite, je dérive ça par rapport au temps. Et je dis que la dérivée, ça vaut 0. Donc à gauche, j'ai 0, ça c'est une constante. À droite, ça va me faire 1 demi de J delta fois de la dérivée de θ point carré. Donc il va me rester J delta θ point point, plus MGL. La dérivée de moins cos θ, ça fait sin θ point. Sin θ point. Vous simplifiez par θ point et vous retombez sur l'équation qu'on a écrite juste avant. D'accord? Donc c'est comme pour le pendule de torsion, je peux, par une approche énergétique, retrouver l'équation du mouvement. Je l'ai trouvée avec le TMC tout à l'heure, je la retrouve avec une approche énergétique, c'est la même équation du mouvement. C'est normal, il n'y a qu'un degré de liberté. Ce qui permet de faire une petite révision sur les profils d'énergie mécanique, d'énergie potentielle. Donc là, vous avez une figure où est tracé le profil d'énergie potentielle. Et vous avez des puits, ça c'est un puits, et des barrières. Et suivant l'énergie mécanique, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir soit un mouvement borné, soit un mouvement non borné. Donc pour l'énergie mécanique, celle-là, j'ai un mouvement borné. Et pour celle-là, j'ai un mouvement qui est en état de diffusion. C'est un mouvement non borné. D'accord? Et donc du coup, là, vous avez le portrait de phase complété avec la notion de bifurcation mécanique dont j'ai déjà parlé. Donc ça, j'en avais déjà parlé, c'est juste un rappel. Tac. Alors, du coup, après, il y a le grand 8, mais le grand 8, c'est juste un tout petit exercice qu'il faut que vous me cherchiez pour demain. Donc ça, c'est à chercher pour demain. Et on le corrigera demain. Alors, Idriss, on est censé savoir que M est constante. On est censé faire la liste des actions extérieures, voir que le poids est conservatif, voir que la liaison pivot ne travaille pas, donc en déduire que l'énergie mécanique est constante par le théorème de l'énergie mécanique. Ok? Alors du coup je m'arrête là pour le cours et je peux répondre pendant un petit moment aux questions s'il y a des questions. Je vais juste couper la vidéo